Bonsoir. Je dois commencer par m'excuser parce que je ne peux pas m'arrêter après le cours comme d'habitude. J'ai un autre cours au Panthéon sur Jean-Jacques Rousseau. Alors ceux qui veulent sont les bienvenus et sinon il y aura le colloque la semaine prochaine. Et je voudrais terminer cette série de leçons avec la question finale que Kant pose quand il se demande « Qu'est-ce que l'être humain ?» C'est la question de « Que peut-on espérer ?» à laquelle beaucoup de gens sont tentés de répondre « Eh bien, rien ». Mais cela ne fonctionnerait pas parce que la question elle-même présuppose que vous pouvez espérer quelque chose. Elle ne demande pas « Y a-t-il de l'espoir ?» Elle présuppose plutôt qu'il y en a et s'interroge son objet. Et cela semble juste. Il existe un roman russe fantastique intitulé Oblomov, dont les 50 premières pages portent sur un personnage qui ne peut pas se donner la peine de se lever le matin. À un moment, l'intrigue du roman avance et le personnage principal, Oblomov, est décrit non plus dans son lit, mais sur une chaise. Et l'auteur écrit, je cite, « Maintenant ou jamais, être ou ne pas être ». Oblomov se souleva un peu de sa chaise, mais ne trouvant pas ses pantoufles avec ses pieds, se rassit. Alors là, c'est un personnage qui vraiment n'a aucun espoir, mais vous avez tous combattu vos Oblomov intérieurs aujourd'hui. Vous vous êtes levés ce matin et vous avez trouvé vos chaussures pour venir ici, ce qui prouve à quel point vous avez de l'espoir. C'est beaucoup. Alors, la plupart des gens ont tendance à penser à l'espoir comme une attitude qui se situe entre un désir et une croyance. Un désir pour un certain résultat et la croyance que quelque chose favorise sa réalisation. Nous cherchons des preuves dans le monde pour voir s'il est conforme à nos souhaits. Et si nous en trouvons, nous avons de l'espoir, sinon, non. Mais pour moi, l'espoir signifie quelque chose de très différent. Être plein d'espoir n'a rien à voir avec la façon dont le monde se passe. En ce sens, je suis d'accord avec les mots du dissident tchèque Václav Havel. L'espoir, disait Havel, je cite, est un état d'esprit, pas un état du monde. L'espoir n'est pas la même chose que la réassurance que nous obtenons quand les choses vont bien, mais, comme le dit Havel, la capacité à travailler pour quelque chose parce que c'est la bonne chose à faire et non parce qu'elle a une chance à réussir. Ou, comme le dit Havel aussi, je cite, « L'espoir n'est pas la conviction que quelque chose va bien tourner, mais la certitude que quelque chose a du sens, quelle que soit l'issue. » Alors, lorsque le marxiste italien Antonio Gramsci parlait du pessimisme de l'intellect et de l'optimisme de la volonté, il parlait aussi d'un genre d'espoir que nous tirons de l'impératif d'agir. En d'autres termes, on pourrait dire que l'espoir est un complément nécessaire à la moralité. L'espoir est l'opposé du nihilisme. Paradoxalement, plus le monde va mal, plus vous devez rester plein d'espoir pour pouvoir continuer à vous battre. Être plein d'espoir ne consiste pas à garantir le bon résultat, mais à préserver le bon principe. Le principe sur lequel un monde moral fait sens. De ce point de vue, un monde moral n'a de sens que si nous y travaillons. Mais nous ne pouvons pas y travailler seuls. Notre foi pratique ne peut être soutenue que si nos efforts personnels s'inscrivent dans une chaîne de coordination et de continuité avec les efforts des autres. Alors, il y a deux points de vue à partir desquels on peut se demander ce qu'on peut espérer. Il y a un point de vue de l'individu et un point de vue collectif. Du point de vue de l'individu, la réponse elle est très simple. Et les déclarations sur l'espoir de Havel que j'ai citées y répondent. On ne se demande pas si on doit avoir de l'espoir ou non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager l'action qui rend le monde sensé? Alors, ainsi,
la réponse à la question de l'espoir pour l'individu est donnée par la nécessité de l'action politique. Il y a une longue tradition d'activisme qui, lorsque les institutions politiques échouent, lie l'espoir à la révolution. Et c'est ce lien que je vais explorer dans la suite de cette leçon. Mais laissez-moi d'abord pour poser les deux questions les plus évidentes sur la question de la révolution. Premièrement, la définition de la révolution et deuxièmement, le problème de sa justification. Alors, définir la révolution. Je me souviens que la première fois que j'ai demandé une définition de la révolution, j'avais environ 11 ans. C'était dans mon pays natal, l'Albanie, où un an après la chute du mur de Berlin, ma mère était impliquée dans les mouvements dissidents qui manifestaient pour changer le système du socialisme d'État au capitalisme. Et j'avais déjà entendu le terme de révolution, mais il s'appliquait toujours au passé. On parlait de la Révolution française, de la Révolution bolchevique. Parfois, même les Anglais semblaient avoir eu une révolution, quoique peut-être un peu tiède. Mais cette fois, c'était différent. La révolution se passait au présent. Beaucoup de gens parlaient de la révolution à la radio, à la télévision, à la maison. Et comme je ne voyais pas le lien entre ces événements que j'avais appris à l'école, la Révolution française, la Révolution bolchevique, et la révolution dans laquelle ma mère semblait impliquée, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'une révolution ?» Alors, elle m'a lancé un long regard soupçonneux. Elle se demandait peut-être si j'étais une espionne ou envoyée par les espions. Et puis, elle m'a dit « La révolution, c'est le chaos. » Et moi, j'étais légèrement déçue par la réponse. Alors, j'ai dit « Bon, d'accord, je comprends, c'est le chaos. Mais c'est quoi exactement ?» Et elle m'a dit « Ne le fais pas. » Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai suivi le conseil de ma mère parce que je suis ici uniquement pour parler de la révolution, pas pour la faire. Et je doute qu'on puisse démarrer la révolution au Collège de France, en tout cas. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est répondre à la question d'une façon légèrement plus informative que ma mère. Alors, une révolution politique, au sens où je vais employer le terme, c'est la tentative, parfois accompagnée de violence, d'établir par des moyens extra-légaux un nouvel ordre qui rompt avec un système obsolète et modifie fondamentalement la structure des relations politiques, sociales ou économiques. Et je reviendrai sur cette définition dans ce qui suit, mais pour l'instant, je veux attirer votre attention sur 3 éléments clés de la définition. Alors, premièrement, que la révolution peut rester une tentative. Deuxièmement, que la violence en fait parfois partie, mais pas toujours. Et troisièmement, que la liberté y joue un rôle important. Les révolutions relativement pacifiques peuvent être rares, mais elles existent. En fait, la révolution de velours dans les pays post-communistes, qui a porté à la chute du mur de Berlin, est un exemple. Donc, c'est une erreur de distinguer les réformes des révolutions en fonction de leur violence. Parce que, comme l'a expliqué Rosa Luxemburg, la réforme et la révolution ne sont pas des méthodes différentes de progrès historique qu'on pourrait choisir, elle dit, je cite, « au comptoir de l'histoire, comme on choisit des saucisses chaudes ou froides, selon qu'elles sont violentes ou non. » Ceux qui opposaient la méthode de la réforme locale à l'objectif de remplacer un ordre politique existant ne choisissaient pas une méthode plus tranquille, plus calme, plus lente vers le même objectif. Ils choisissaient, selon Luxemburg, un objectif différent. La révolution, expliquait-elle, est l'acte de création politique, tandis que la législation est l'expression politique d'une vie qui a déjà pris forme. Alors, en ce sens, tout processus de réforme légale a pour base une révolution. Il est aussi également important pour toute définition de la révolution qu'elle porte sur la tentative de changer l'ordre constitutionnel, socio-économique et politique plutôt que sur le résultat. Nous devons faire de la place, comme vous verrez sur le plan conceptuel, à la notion de révolution ratée.
Pensez à la Commune de Paris ou à la Révolution hongroise de 1956 qui a conduit au gouvernement d'Imre Nagy. Les révolutions ratées sont tout aussi instructives que les réussies et c'est une partie importante de mon argument qui suit. Troisièmement, la question de la liberté. Le terme révolution, comme nous rappelle Hannah Arendt, l'une des grandes observatrices du phénomène au XXe siècle, a commencé à circuler au XIVe siècle en fait comme un terme astronomique. Il a été popularisé par Copernic pour désigner la rotation des corps célestes dans leur orbite suivant un certain mouvement circulaire conforme à des lois scientifiques spécifiques. Alors cet usage scientifique précoce du terme semble avoir très peu en commun avec la façon dont le concept de révolution a traditionnellement été évoqué dans le discours politique pour indiquer une tentative de rupture avec un vieil ordre social obsolète, tout en inaugurant une ère de nouvelles relations sociales et politiques. Le concept scientifique de révolution suit des idées de prévisibilité, de mouvements prévisibles, de circularité et de conformité à des lois. Le concept politique porte sur le bouleversement, les cheminements dans les voies imprévues, la création de nouvelles institutions politiques. Alors le premier, le concept scientifique, nous rapproche de l'œuvre de la nature. Le second, nous porte sur l'effort pour réaliser la liberté. Mais cette divergence dans l'usage du terme se résout si l'on réfléchit à la façon dont les révolutions sont habituellement justifiées. Pour les révolutionnaires, les luttes politiques auxquelles ils consacrent leur vie sont comprises comme un retour à un état naturel de justice. Et dans les mots d'un célèbre révolutionnaire, Maximilien Robespierre, je cite, « Nous voulons accomplir les intentions de la nature et le destin de l'homme, réaliser les promesses de la philosophie et acquitter la providence d'un long règne de crimes et de tyrannie. » Et Robespierre continue, « La vertu est naturelle dans le peuple, et si les gouvernements négligent leurs intérêts, la lumière des principes reconnus devrait démasquer leur trahison. » Et pourtant, comme les philosophes et les révolutionnaires le savaient, la justice devait avoir ses champions, sans quoi les principes ne deviendraient jamais réalité politique. L'activité politique, comme le souligne un autre révolutionnaire célèbre, Lénine, en citant le socialiste Tchernychevski, ce n'est pas le trottoir de la perspective Nevsky, cette grande avenue propre, lisse et parfaitement droite à Saint-Pétersbourg, et ceux qui ignorent ou oublient cette vérité en ont payé le prix de nombreux sacrifices. Ou, comme la formule que vous connaissez sans doute plus imagée du président Mao, une révolution n'est pas un dîner de gala, ni une œuvre littéraire, ni une peinture, ni une broderie. Elle ne peut pas être faite avec autant de raffinement, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, de bienveillance, de courtoisie, de retenue et magnanimité. Alors, les révolutionnaires doivent faire face à des préjudices physiques ou émotionnels importants, à l'humiliation, à l'hostilité aux tentatives de saper leurs principes et leurs projets. Ils restent attachés à ces principes, même lorsque leurs plausibilités sont attaquées, dans des circonstances où ils sont eux-mêmes en désaccord sur les actions à recommander dans des circonstances de grande incertitude. Souvent, les révolutionnaires sont les premières victimes de leurs propres tentatives. Et j'ai commencé le cours en vous parlant de Trotsky, mais pensez à Robespierre aussi. Et la plupart des temps, ils échouent. Mais parfois, ils réussissent. Et quand c'est le cas, les révolutionnaires du passé deviennent les dirigeants du présent. Et si leurs gouvernements doivent être considérés comme légitimes aux yeux de tout le peuple, ils doivent gouverner avec le soutien de tous et en leur nom, au nom de tout le peuple. Ils doivent gouverner, c'est-à-dire non seulement au nom des camarades révolutionnaires qui ont approuvé leur projet politique, mais de tous les autres aussi. Donc les gens qui étaient indifférents à leur appel, qui se sont moqués d'eux, qui ont d'abord été convaincus, plus désabusés,
et qui ont activement cherché à menacer, à saper leurs projets. Et ils doivent aussi essayer de représenter les politiciens qui ont pris des décisions pour les persécuter, pour les bureaucrates qui ont mis ces décisions en œuvre, les militaires qui ont torturé et tué leurs camarades. Là, ça, c'est le peuple aussi. Ils doivent créer des institutions politiques capables de commander une large allégeance en sachant qu'ils n'en jouissent pas au départ. Et pour ce que tout cela soit possible, les défenseurs de l'ordre présent doivent oublier leur passé de révolutionnaire. L'extrémisme, alors, devient, comme le dit Lénine, une maladie infantile. Le refus de négocier, qui caractérise les premières étapes de la lutte révolutionnaire, doit céder la place au compromis. De leur point de vue, les révolutions précédentes, la révolution qu'ils ont faite, est toujours la dernière. Et cette attitude est facile à comprendre. Plus les institutions révolutionnaires sont perçues comme le résultat de luttes divisives, moins les fondements du nouveau gouvernement semblent solides à leur critique. Donc la légitimité sera sapée. Pourtant, plus les principes révolutionnaires obtenus dans la douleur entrent dans le champ du compromis, de la négociation, de la délibération continue sur leur signification, leur fonction et leur validité, plus l'esprit révolutionnaire est sacrifié. Donc la justice n'aura pas été rendue. Et c'est pour cette raison de dilemme entre la légitimité et la justice que les révolutions sont si ambiguës. La moralité est nécessaire à leur genèse, mais la condition de leur succès est que le point de vue moral doit céder la place au point de vue juridique. Leurs moyens peuvent être en tension avec leurs fins, et alors leur genèse se dresse sur le chemin de leur validité. Cette tension, je pense, explique pourquoi la question de la justification de la révolution fait l'objet de deux approches opposées. Ceux qui critiquent la révolution au nom du légalisme institutionnel et ceux qui l'approuvent au nom du moralisme idéaliste. Les moralistes pensent que puisque les fins des révolutions sont justes, la révolution ne peut jamais être fausse. Les légalistes pensent que puisque les moyens de la révolution sont mauvais, la révolution ne peut jamais avoir raison. Et dans ce qui suit, je veux revisiter leurs arguments et proposer une alternative qui tente de couper à travers cette division. J'essaie d'examiner la question de la révolution, non pas en relation avec la justice des personnes particulières, mais sur la base d'une théorie philosophique de l'histoire qui se concentre sur le progrès collectif. Mais avant cela, je dois examiner les arguments des moralistes et des légalistes en plus de détails. Alors, en défendant la révolution, les moralistes s'accrochent à une notion de revendication valide qui prime surtout ce que les autorités légitimes pourraient avoir. Il y a différentes façons d'articuler ce qui compte comme une revendication valide. On pourrait dire que les gens ont des droits, comme le disait Robespierre, ont des droits naturels ou humains que l'État devrait respecter et que s'il échoue, il n'a aucune légitimité. Mais on peut aussi être sceptique quant au langage des droits et penser que l'État est nécessaire à notre compréhension de ce qui compte comme droit. Alors une autre option pourrait être de soutenir que les individus ont des intérêts fondamentaux qu'ils doivent être protégés. Ou bien aussi, si le langage des intérêts n'est pas apprécié, on pourrait souligner qu'il y a des valeurs que nous attendons des autorités et que notre consentement à être gouverné par elles est conditionné par la façon dont ces valeurs sont reflétées dans les relations sociales. Alors, lorsque les institutions politiques ne reflètent pas ces engagements moraux, les gens ont sûrement, on va nous dire les moralistes, ont le droit de faire la révolution parce qu'ils doivent redresser le tort dont ils souffrent. Alors, à cet argument, les légalistes offrent plusieurs réponses. La première est prudentielle. Beaucoup de révolutions, ils nous disent, finissent dans le carnage. Elle implique de vastes troubles, des protestations et parfois des conflits armés. Elles peuvent entraîner des préjudices importants pour les individus et des communautés
elles peuvent provoquer le déplacement des populations, elles peuvent violer les droits existants sans en établir de nouveaux, ni apporter de véritables progrès dans la société. Le deuxième argument porte sur les mécanismes du changement. Beaucoup de critiques de révolution soutiennent que toute chose égale par ailleurs, les gens devraient chercher des réformes par des voies légales en travaillant au sein des structures politiques existantes. La primauté du droit est importante pour préserver à la fois la justice, mais aussi la stabilité. Et dans la mesure où les révolutionnaires se positionnent en dehors du cadre juridique existant, ils sont des guides peu fiables. L'arbitraire avec lequel ils arrivent au pouvoir risque de sanctionner des comportements arbitraires successifs. Et cela explique pourquoi les intellectuels qui soutiennent en principe l'idée abstraite de révolution finissent souvent par ne pas aimer ces manifestations concrètes. Pensez à la position d'Orwell vis-à-vis de la révolution bolchevique, par exemple, à la fin de la ferme des animaux. Quelques années après la Révolution, les animaux de la ferme voient Napoléon le cochon jouer aux cartes avec M. Pickleton. Et Orwell nous donne cette dernière phrase dévastatrice. 12 voix, je cite, 12 voix criaient de colère et elles se ressemblaient toutes. Il ne faisait aucun doute de ce qui était arrivé au visage des cochons. Les créatures du dehors regardaient du cochon à l'homme et de l'homme au cochon, et du cochon à l'homme encore, mais il leur était déjà impossible de dire qui était qui. Alors le point soulevé ici est très familier, puisque les révolutionnaires eux-mêmes finissent souvent par trahir leurs principes, on pourrait applaudir les révolutions en général, mais conclure, comme le fait Orwell, que dans les cas particuliers, dans tout cas particulier, une approche plus graduelle, évolutive, serait préférable. Mais il y a une dernière objection aux révolutions que je trouve persuasive, c'est celle formulée dans les écrits politiques du philosophe Emmanuel Kant, qui est bien connu pour une approche plutôt particulière des révolutions. Il rejetait les révolutions en général, mais il en approuvait une en particulier avec très grand enthousiasme. C'était la Révolution française. Et en ce sens, son attitude, l'attitude de Kant, était exactement l'opposé d'Orwell et de beaucoup d'autres intellectuels. Alors, on dit que quand Kant reçut la nouvelle de l'installation de la République en France, il avait déjà 65 ans, il exclama « Maintenant, je peux dire, comme Simon, Dieu laisse ton serviteur mourir en paix, puisque j'ai déjà vécu ce jour mémorable. » Et vers 1793, précisément au moment où la Révolution française entrait dans ses jours les plus sombres, c'était les jours de la terreur, et où beaucoup de collègues de Kant commençaient à avoir des doutes, Kant devint encore plus enthousiaste. Comme le dit un de ses étudiants, Nicolovius, il rapporta que Kant insistait sur le fait que, je cite, « toutes les horreurs qui s'étaient produites en France n'étaient rien comparées à celles que les gens avaient subies sous un régime despotique. » Et que, continue Kant, les Jacobins avaient probablement raison dans toutes leurs actions. Alors Kant, cependant, comme je l'ai mentionné, est aussi célèbre pour avoir insisté sur le fait que les révolutions en général ne peuvent jamais être justifiées. Un peuple, c'est encore une citation, soutient Kant, a le devoir de ne pas se rebeller, même contre un gouvernement injuste. Comme il le dit, il n'y a pas de droit de sédition, encore moins un droit à la rébellion, et surtout, il n'y a pas de droit contre le chef d'un État de s'attaquer à sa personne ou même à sa vie. Et il va encore plus loin en soutenant qu'un peuple a le devoir de supporter même ce qui est considéré comme un abus insupportable de l'autorité suprême. Alors comment expliquer ça, l'enthousiasme pour la Révolution française et la critique à la Révolution en général? La justification de Kant contre la Révolution est la même que celle déployée dans les écrits sur le colonialisme
contre les missions civilisatrices européennes ou ce que nous pourrions aujourd'hui appeler l'intervention humanitaire, un groupe de personnes conséquentes ne peut pas utiliser unilatéralement la coercition pour changer de l'extérieur la structure des relations de droit qui sont déjà fondées sur des principes de reconnaissance réciproque de ces relations de droit. Un État est un État, Kant nous dit, il reflète une forme de vouloir collectif qui est différente de l'anarchie des individus dans l'état de la nature, et les raisons de rejeter les interventions extérieures visant à civiliser d'autres États et celles qui conduisent à rejeter un droit interne à la révolution sont les mêmes. Kant nous dit qu'il y a un point où toute autorité publique est détruite, c'est le point de la transition d'un ordre à un autre ordre juridique, et où les conditions sur lesquelles les principes du droit sont fondés sont annihilées. Dans l'état de nature, toutes les prétentions entre individus ne valent que provisoirement. Quand il y a une autorité politique publiquement reconnaissable, les prétentions individuelles s'inscrivent dans un système juridique et peuvent être mutuellement appliquées par référence à un système de liberté. On en a déjà parlé de liberté relationnelle. Et donc la soumission mutuelle des gens à l'autorité politique est le fondement sur lequel les agents peuvent faire des prétentions mutuellement contraignantes les uns sur les autres. Alors, les tentatives des révolutionnaires de démanteler cette autorité politique sont contradictoires, selon Kant, parce qu'elles sapent la base sur laquelle les prétentions réciproques de droit peuvent être formulées. En d'autres termes, les révolutions sont, selon Kant, moralement mauvaises parce qu'elles sont fondées sur des principes qui ne peuvent pas être universalisés. Les révolutionnaires se placent en dehors de la sphère des droits publiquement reconnaissables et, ce faisant, agissent unilatéralement. Les révolutionnaires imposent des obligations par la coercition, mais en dehors de seul contexte dans lequel l'imposition coercitive d'obligations est justifiée, c'est le contexte du droit. Et c'est une position philosophiquement, moi je la trouve philosophiquement cohérente. En fait, sa cohérence est historiquement validée par la tension que j'ai décrite entre les revendications des révolutionnaires lorsqu'ils opèrent en tant qu'activistes en dehors de l'État, et les revendications des révolutionnaires lorsque la révolution est réussie. En d'autres termes, elle est impliquée par le passage du point de vue partiel au point de vue universel qui incarne la transition révolutionnaire. Alors, y a-t-il un moyen de réconcilier ces revendications? D'un côté, la désirabilité historique des révolutions en général et l'ambiguïté des révolutions particulières. Une façon de résoudre cette tension est de changer de perspective. Ma suggestion est de se concentrer non pas sur les actions des personnes particulières dans les circonstances politiques existantes, mais sur la justification de la révolution d'un point de vue plus général, ce que j'appellerais d'une façon un peu démodée le point de vue de l'être générique. Alors, qu'est-ce que l'être générique? C'est une façon de se référer à l'humanité qui va au-delà des individus, des humains individuels qui existent à un moment donné et qui essaye de réfléchir de façon plus holistique à l'humanité comme relation morale qui s'étend dans le temps. Et si nous distinguons ces perspectives, celle de l'individu et celle de l'espèce humaine, de l'être générique, nous comprenons comment un événement qui semble difficile à justifier du point de vue de certains agents peut être vu comme contribuant au progrès d'une perspective plus générale. Ou, pour le dire autrement, il peut être trompeur d'essayer de répondre à la question de la justification de la révolution en pensant à l'autorité qu'un groupe a pour formuler les revendications au nom de tout le monde. La stratégie de justification, si on peut parler de justification, consiste plutôt à réfléchir sur le rôle des révolutions et en examinant leur contribution à l'histoire et au progrès d'un point de vue philosophique plus général. C'est le point de vue de l'espèce, du genre humain.
Et je vais essayer d'expliquer ce que cela signifie. Et je m'appuierai sur certains éléments de la pensée kantienne que je crois être plausibles et valides aussi pour le présent. Nous avons déjà parlé du rejet par Kant de la révolution en général. Je vais maintenant me tourner vers la défense par Kant de la Révolution française en particulier. La défense, bien connue, est exposée très clairement dans un essai qui s'appelle « Sur le conflit des facultés ». Elle se déploie à travers une réflexion sur la question du progrès dans l'histoire, qui est la suivante. Même si nous reconnaissons la force abstraite des normes morales, y a-t-il des épreuves qu'elles sont prises dans le monde dans lequel nous vivons? Y a-t-il, Kant se demande, une manifestation empirique du progrès, un événement qui peut nous donner de l'espoir quant aux perspectives de la moralité dans le monde collectif dans lequel nous vivons? Ici, nous cherchons des preuves de progrès, non pas dans la vie des individus, mais dans l'évolution des êtres humains en tant qu'agents collectifs. Et de ce point de vue, les révolutions constituent des événements clés dans l'histoire philosophique, c'est-à-dire un type d'histoire qui privilégie explicitement un point de vue moral dans une compréhension de l'humanité comme ensemble de relations morales normativement pertinentes. Pour Kant, la Révolution française fournissait une telle perspective, un événement historique qui montrait que les actions morales des êtres humains ont parfois une portée pratique. Alors pourquoi? Parce que Kant il nous dit que la révolution est le signe empirique du progrès dans l'histoire. Pourquoi une révolution est-elle le signe requis pour penser philosophiquement l'histoire? Et ici, on peut réfléchir aux alternatives des Lumières. Le modèle choisi par Kant est différent de celui de ses prédécesseurs en philosophie. Kant ne se concentre pas, par exemple, sur les grandes actions accomplies par les individus historiques particuliers. Alors, ici, on pourrait penser, par exemple, au siècle de Louis XIV de Voltaire comme un modèle. Il ne se concentre pas non plus sur le récit de l'émergence et du déclin d'anciennes et de splendides structures politiques. Là aussi, on peut penser au discours sur Tite-Live de Machiavel ou sur les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu. Kant se concentre sur quelque chose de très différent, quelque chose qui commençait tout juste à émerger au XVIIIe siècle, c'était la sphère publique. Il se concentre sur la réaction publique déclenchée par la Révolution française, ou, comme il dit, il se concentre sur ce qu'il appelle le mode de pensée des spectateurs, les attitudes qui révèlent publiquement dans le jeu grand des révolutions et qui montrent, selon Kant, une sympathie universelle mais désintéressée pour les joueurs d'un côté contre ceux de l'autre, même au risque que cette partialité puisse leur être défavorable si elle était découverte. Alors, il est intéressant de voir ici comment, contrairement à la justification des révolutions en général, c'est ici la partialité d'un public impartial qui constitue ce qu'on va célébrer, ce que Kant célèbre. C'est le mode de pensée, souligne Kant, qui consiste dans une participation désireuse des spectateurs qui est proche de l'enthousiasme, dont l'expression même est chargée de danger. Alors cette réponse, la partialité de l'impartialité, nous montre que les êtres humains sont capables d'être motivés par des sentiments au-delà de leur intérêt immédiat. Le désintéressement des spectateurs prouve le caractère moral des prédispositions de l'humanité. Kant identifie donc un signe du progrès moral dans l'enthousiasme, l'attitude de ceux qui prennent parti en faveur de la cause de toute l'humanité et qui s'élèvent au-dessus des intérêts particuliers, même au prix de la sacrifice de leur vie. Et donc le signe du progrès moral, soutient-il, se manifeste dans ce sentiment déclenché par la disposition à agir par devoir et contre l'intérêt personnel, et c'est là qu'on voit qu'on a une représentation sensible des idées morales. Pourquoi alors
c'est ce que je voudrais expliquer maintenant, pourquoi le sentiment d'enthousiasme contribue parfaitement à fournir un signe visible du progrès de l'humanité à travers l'histoire. Et quelle est la nature du lien entre la révolution comme signe de progrès moral et l'enthousiasme comme manifestation sentimentale de ce signe? Et là, il y a deux arguments qu'on peut avancer. Le premier porte sur la question de la faisabilité politique et la deuxième porte sur les effets culturels de la révolution sur l'éducation, et je vais examiner à tour le rôle de chacune. Alors commençons par l'idée de la faisabilité. Combien de fois avons-nous entendu une idée radicale, une proposition, une vision politique suggérée pour nous voir aussitôt retorquer qu'elle semble bien en théorie, mais qu'elle ne marchera pas dans la pratique? Lorsque le Premier ministre britannique Keir Starmer a été accusé il y a quelques années d'avoir trahi plusieurs promesses de campagne, il a répondu en disant « mais je dois être réaliste quant à ce qui est possible ». En d'autres termes, il a dit qu'il devait mentir parce que le monde est difficile, le monde extérieur. Et pourtant, ce qui n'est et qui n'est pas possible est toujours sujet à des différentes interprétations. Il n'y a pas de fait pur et dur dans le monde. Derrière chaque fait se cache une interprétation de la possibilité de ce fait. Notre évaluation de ce qui est et n'est pas réaliste dans la politique dépend de la façon dont nous équilibrons nos priorités, de la façon dont nous ordonnons et valorisons les faits. Et il y a de nombreux éléments qui contribuent à rendre des propositions irréalistes, c'est-à-dire les gens sont censés être égoïstes, motivés idéologiquement, trop effrayés pour s'exprimer, manipulés par la propagande, à la merci de fausses nouvelles, ainsi de suite. Et tout cela était aussi vrai à l'époque de Kant qu'à la nôtre. Mais pour Kant, la présence d'enthousiasme révolutionnaire montrait que les gens pouvaient surmonter tout cela, même lorsque l'enthousiasme était chargé de danger. L'enthousiasme pour Kant est le signe visible de l'identification aux actions dont la cause est avancée au nom de toute humanité, capable de promouvoir l'émancipation morale à travers un projet de libération politique. Et dans ce projet conscient de création d'institutions politiques, dans l'acte de transformer le monde, nous avons un processus dans lequel les êtres humains deviennent agents de leur propre histoire. Et c'est là qui consiste le signe empirique que les Lumières, comprises comme émergence de l'immaturité et de l'état de tutelle auto-imposé, sont possibles. Parce que les circonstances ne sont plus vues comme étrangères aux êtres humains, et l'autorité n'est plus acceptée comme une donnée. Donc le progrès ne devient plus une question de garantie abstraite, mais d'action politique concrète. Et le changement, le genre de changement qui était jusqu'alors considéré comme complètement impossible, comme une proposition complètement irréaliste, se produit. Et c'est là que la révolution nous fait voir les limites, les discussions de la faisabilité. En d'autres termes, l'enthousiasme révolutionnaire est le sentiment moral que nous éprouvons lorsque nous réalisons que rien n'est aussi établi qu'il paraît. Que bien que nous nous croyons manipulés idéologiquement, contrôlés par des forces étrangères, façonnés par d'autres institutions d'autorité, le changement se produit. Et c'est dans ces moments-là que les êtres humains se voient comme agents du progrès. Le processus qui déclenche l'évolution de cette réflexion sur le rôle des êtres humains dans l'histoire est fait à la fois de continuité et de rupture. Les réalisations révolutionnaires s'appuient sur le travail accompli par les générations précédentes, mais synthétisent aussi ce travail et préparent le terrain pour de nouvelles exigences. Et parfois, un bond en avant est suivi de plusieurs bonds en arrière. Peut-être que cela n'a pas d'importance parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est une épreuve de la possibilité. C'est le signe empirique visible, un signe d'espoir, et c'est
l'enthousiasme révolutionnaire que, selon Kant, nous en fournit justement un. Et dans le cas de Kant, agir en conséquence exige de pouvoir concevoir des institutions politiques capables de préserver le républicanisme, la paix, et c'est là qu'intervient la défense des révolutionnaires français et leur tentative de créer un gouvernement républicain. La République, pensait Kant, était les meilleurs moyens de développer les projets de paix perpétuelle, etc. Alors, les Lumières requièrent une foi capable de se maintenir. Elles requièrent l'espoir que malgré la tendance de révolution à se retourner contre elles-mêmes, à dégénérer, à faire des dégâts, quelque chose de leur esprit reste avec nous. Et c'est ce qui était précédemment considéré comme impossible devient réel et nous en avons un signe. Bien sûr, les êtres humains peuvent aussi trouver de l'espoir en agissant en tant qu'individus. Je peux trouver de l'espoir en lisant un beau poème ou en écoutant de la musique ou en donnant des cours au Collège de France. Mais ce qui distingue les révolutions, c'est qu'elles sont des événements collectifs. Et l'enthousiasme qu'elles génèrent est aussi une expérience collective. À nouveau, pas seulement pour l'individu, mais aussi pour l'espèce humaine dans son ensemble. Et pour Kant, ce que l'action des révolutionnaires français prouve, c'est alors une expansion des limites de la faisabilité en s'ancrant fermement sur la carte conceptuelle des alternatives politiques et institutionnelles qui étaient auparavant considérées imprévues. Alors, cette action est-elle unilatérale? Oui, empiriquement parlant, si, c'est l'œuvre d'un groupe, pas de tout le monde. Beaucoup de contemporains de Kant étaient hostiles à la Révolution française. Edmund Burke, par exemple, c'était un. Mais pour Kant, ce qui comptait, c'est que les révolutionnaires agissent au nom des principes universels et que l'identification à leur cause rattachait l'expérience à un effort collectif de promotion de la liberté dans le monde extérieur. Et donc ici, la perspective, c'est pour ça que la perspective philosophique sur l'histoire est légèrement différente de la perspective philosophique sur l'État. Ce qui semble inexpectable du point de vue du présent, de l'État, peut être justifié avec le recul. Les révolutions réussissent-elles toujours? Non. Sont-elles néanmoins précieuses? Kant semble le penser. Ce n'est que lorsque les institutions politiques à l'échelle mondiale commencent à prendre une direction plus consciente à travers les efforts humains pour faire des lois qui garantissent que la liberté de chacun est compatible avec celle des autres, qu'on peut espérer l'émancipation humaine universelle. Dans cette optique, il est facile de voir comment, dans la mesure où les révolutionnaires français et leurs sympathisants contribuent à l'établissement d'un ordre républicain fondé sur le principe de coexistence pacifique dans le respect de la liberté mutuelle, ils contribuent au projet des Lumières, même s'il reste inachevé. Alors, ayant souligné la pertinence de la révolution du point de vue de la politique du progrès, je vais maintenant tourner vers son second aspect, son rôle esthétique. En effet, si le changement politique que les révolutionnaires apportent est compris en termes de création de lois qui reflètent nos engagements moraux, la deuxième dimension de l'enthousiasme a à voir avec tout l'impact du changement révolutionnaire sur la culture au sens large. L'enthousiasme, ce mode de pensée que Kant signale comme pertinent pour comprendre les effets de la Révolution française sur l'émancipation morale, fait partie d'un processus d'éducation morale. Comme il le dit dans la troisième critique, la critique du jugement, l'enthousiasme est la marque d'un état d'esprit sublime. Et le sublime se distingue des autres sentiments moraux comme étant le respect de la loi morale. Kant est aussi critique en fait du conseil parce que l'enthousiasme est après tout un affect qui, comme tel, peut être critiqué d'un point de vue kantien pour son impurité. Mais l'enthousiasme est esthétiquement sublime parce qu'il est un étirement des forces de l'esprit à travers des idées
qui donne, nous dit Kant, je cite, à l'esprit un élan qui agit bien plus puissamment et durablement que celui donné par les représentations sensorielles. Alors, l'enthousiasme est une impulsion louable dans la mesure où il influence la résolution des agents à suivre les dictées de la raison. Il représente la puissance des idées morales d'un point de vue symbolique. Et en fait, dans la critique du jugement, Kant donne différents exemples d'idées qui sont en effet symboliquement puissants sur la pensée, c'est-à-dire des idées de religion, l'édification de culture comme cultivation de la sensibilité esthétique. Mais la remarque que nous trouvons dans son analyse de la Révolution française est en accord avec ces exemples. Le mode de pensée déclenché par les événements révolutionnaires donne une représentation sensible à un idéal moral impliquant les efforts de toute espèce humaine. Donc le sublime, comme le précise Kant dans la troisième critique, est fondé sur la liberté, mais nécessite aussi d'acquérir une certaine culture pour être aperçu comme quelque chose qui nous élève. En fait, Kant insiste sur le fait que sans être préparé par la culture, ce que nous appelons sublime semblerait être simplement répugnant. Et que le sentiment d'enthousiasme à travers lequel le sublime est vécu affecte les spectateurs de la Révolution française témoigne donc de l'héritage culturel et pas seulement politique des Lumières. L'enthousiasme est ici un élément clé de l'éducation esthétique, l'éducation morale à travers l'éducation esthétique. Mais la nature de ce processus d'éducation morale est telle qu'il ne peut pas être complété dans la vie des individus particuliers. Alors là, les effets de l'enthousiasme sur le public de la Révolution française sont tels que cet enthousiasme persisterait même si les événements eux-mêmes devaient prendre un cours différent ou si les efforts révolutionnaires devaient échouer. Parce que l'histoire humaine progresse à travers des tentatives répétées de réaliser la liberté, mais c'est toujours des tentatives. Et alors là, la mémoire collective de ces événements émancipateurs tentés dans le passé est héritée par les générations futures et leur permet de faire partie d'un processus d'apprentissage collectif. Il y a aussi un autre exemple, cette fois d'une autre révolution ratée, où l'importance de l'événement est expliquée par son effet sur la mémoire collective. C'est la Commune de Paris de 1871. Dans son analyse des événements, Marx, en fait, célèbre les travailleurs de Paris comme le glorieux avant-coureur d'une nouvelle société, avec ses héros inscrits dans le grand cœur de la classe ouvrière. Et c'est parce que cette expérience éducative contribue à la réalisation d'un idéal qui requiert des efforts historiques continus. L'expérience historique des révolutions passées, même des révolutions qui ont failli, est une information pour les luttes actuelles pour l'émancipation politique. Les êtres humains, nous dit Marx, font l'histoire, non pas dans des termes inventés chaque fois à nouveau, mais dans les circonstances directement rencontrées, données et transmises par le passé. Et la tradition de toutes les générations mortes, il écrit dans sa prose caractéristique, pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Alors c'est en particulier dans les périodes de crise révolutionnaire, quand le vieux monde se débat, mais qu'un nouveau monde ne s'est pas encore établi, que nous tournons vers le passé pour nous orienter vers l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réfléchissons aux idées des révolutionnaires précédents, mais nous absorbons aussi comment ces efforts se sont reflétés dans les produits culturels de leur époque, dans les systèmes de croyances qu'ils ont générés, dans les formes d'art auxquelles ils ont donné naissance. Alors là, les révolutions laissent des traces durables aussi dans la culture, en littérature, dans les arts visuels, au cinéma, et nous apprenons non seulement de leurs triomphes, mais aussi de leurs échecs. Nous réfléchissons à ce qu'ils ont accompli, mais aussi à ce qu'ils ont laissé de côté, à l'inclusion et à l'exclusion, et nous ne glorifions pas simplement le passé, mais nous le critiquons et nous réfléchissons à ce que nous qui vivons maintenant
pourrions améliorer par rapport à ces expériences de révolution du passé. Mais pourquoi le processus d'apprentissage ne s'applique-t-il pas de la même façon à tout autre événement collectif? Alors, qu'est-ce qui est spécifique aux révolutions? Qu'est-ce qui distingue les révolutions? On pourrait penser à la guerre, par exemple. La guerre a la même capacité aussi à nous émouvoir. Elle laisse aussi des traces durables dans la culture, dans les films, dans les livres, etc. Je pense que la différence réside dans la disposition. Les guerres nous font renoncer à l'humanité. Avec les révolutions, c'est différent. Nous essayons de l'affirmer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enthousiasme dans la guerre. Il y a tout au plus la célébration de l'héroïsme. Alors, la bonne attitude vers les révolutions du passé n'est ni la nostalgie, ni le rejet pur et simple. Il s'agit plutôt d'insister sur la pertinence de l'expérience de la révolution, y compris les révolutions ratées, pour la mémoire collective de ceux qui l'observent, que ce soit directement ou à travers leur histoire. Réfléchir à la façon dont les révolutions sont liées à l'expérience du progrès politique, ce n'est ni rester otage du passé, ni exalter le potentiel révolutionnaire de l'avenir. Nous regardons les expériences précédentes et trouvons des preuves de la puissance des idées morales dans les sentiments d'enthousiasme suscités par des événements politiques transformateurs. Et bien sûr, nous trouvons aussi la désillusion, la déception, mais c'est une sorte de déception qui est productivement transformée en résistance future. Les événements révolutionnaires jouent alors une fonction éducative, en plus d'une fonction politiquement émancipatrice de changement des confins de la possibilité. Leur mémoire importe autant que leur occurrence réelle dans le processus d'éducation esthétique, cette fois de l'humanité. Je commence à conclure. J'ai commencé en disant que les auteurs qui examinent la légitimité de la révolution d'un point de vue normatif sont souvent divisés entre ceux qui critiquent la révolution au nom du légalisme institutionnel et ceux qui l'approuvent au nom du moralisme idéaliste. Alors, les moralistes idéalistes pensent que puisque les fins de la révolution sont justes, la révolution ne peut pas être mauvaise. Les légalistes pensent que puisque les moyens de la révolution sont mauvais, la révolution ne peut pas avoir raison. Et ma perspective sur la révolution a été légèrement différente. J'ai essayé de rompre avec cette division, aussi avec cette tradition, et je l'ai fait en me concentrant non pas sur les actions et les objectifs des révolutionnaires eux-mêmes, mais sur les effets de l'expérience de la révolution sur ceux qui la vivent à la fois dans l'espace et dans le temps. Les révolutions transforment les catégories philosophiques et conceptuelles à notre disposition et changent notre perception des limites de ce qui est possible. Dans l'espace, elles contribuent à un processus politiquement émancipateur qui élargit l'horizon du jugement politique et change l'évaluation des possibilités, l'interprétation des limites du possible. Dans le temps, elles jouent un rôle moralement éducatif dans l'évolution d'un processus d'apprentissage dont vont bénéficier les générations futures. Alors, vous me demanderez, mais après tout ça, les révolutions sont-elles justifiées, oui ou non? Et je veux vous dire que c'est peut-être la mauvaise question. Les révolutions se produisent, elles se sont toujours produites, elles continueront probablement à se produire, que nous pensions qu'elles se devraient produire ou non. Ce que nous devons retrouver alors, c'est notre capacité à réfléchir à leur contribution à la question du progrès moral et à réfléchir à la façon dont les principes que toute révolution particulière promeut se rattachent aux intérêts de l'humanité dans son ensemble. Il s'agit de comprendre que si les causes du changement politique sont toujours liées à des processus contingents de conflits et de coopération, la façon dont nous relevons les défis politiques est différente selon les moments historiques, mais doit s'inspirer de nos efforts pour apprendre du passé.
Et pourtant, pour apprendre du passé, nous devons être capables de le voir comme plus qu'une série aléatoire de personnages et d'événements, et de l'observer d'un point de vue philosophique qui pose une question morale. Quand et comment certains événements, inclus les événements révolutionnaires, quand et comment ils favorisent nos qualités morales et quand les entravent-ils? C'est pourquoi je pense que la question clé n'est pas de savoir si les révolutions sont justifiées ou non, mais ce que nous pouvons apprendre pour que le prochain effort révolutionnaire ne répète pas les tragédies du précédent. Et pour cela, pensait Kant, nous avons besoin d'une philosophie de l'histoire, et en effet du genre de philosophie de l'histoire qui se concentre sur les révolutions comme un signe sensible de notre progrès moral en tant qu'espèce. Et sur ce point, je crois que Kant avait peut-être raison. Je vous remercie.